Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens face à la crise. Ajoutons-y télétravail, activité partielle, masque en entreprise, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts. Avec la crise du coronavirus, la France et les États européens ont eu recours massivement à la dette publique pour maintenir leur économie à flot. Mais depuis quand les États utilisent-ils la dette publique comme levier de financement et le recours à la dette a-t-il toujours servi à financer les crises économiques? Nous sommes aujourd'hui avec une historienne économiste. Elle travaille sur la dette publique au travers de l'histoire. Elle vient de publier un ouvrage sur les crises de la dette publique du XVIIIe au XXIe siècle avec Gérard Béhor. Laure Quenoël-Cor, bonjour. Bonjour. À quand remontent les premiers recours à la dette publique et que servait-elle à financer? Alors, on peut faire remonter la dette publique à l'Antiquité, puisqu'on trouve des embryons de dette publique dans les cités grecques. Mais le vrai berceau de la dette publique, ce sont les cités italiennes de la Renaissance, qui ont fait appel à des banquiers italiens. Qui ont inventé le système bancaire. Voilà, et ils ont inventé le marché de la dette, au sens moderne du terme, avec des échanges de titres entre les banquiers et éventuellement les gros investisseurs de l'époque. Ce système, en fait, s'est répandu à travers l'Europe. François Ier a été en France, par exemple, l'un des premiers utilisateurs de la dette publique au sens moderne du terme. Alors, à quoi servaient les dettes à l'époque? Surtout sous l'Ancien Régime, et on peut dire presque jusqu'au XIXe siècle. Les dettes servaient d'abord à financer les guerres. Tous les États, qu'ils soient des royaumes, des empires ou des républiques, ont eu recours aux emprunts pour financer leurs dépenses militaires, puisque la levée pour l'impôt, en fait, n'était pas pratique pour faire des dépenses urgentes comme nécessitaient les guerres. La levée d'impôts demande du temps, quelquefois des votes aussi au Parlement. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être mis à contribution facilement. En revanche, la dette était facilement utilisée parce que les rois, les souverains, les empereurs avaient autour d'eux des banquiers, des riches bourgeois ou des riches nobles à qui ils empruntaient de l'argent. Donc on connaît les banquiers italiens, les banquiers juifs, les banquiers protestants. Voilà, donc cette dette publique servait avant tout à financer des conflits militaires et des guerres civiles également. Est-ce qu'on peut faire du coup des comparaisons avec l'époque contemporaine? Parce qu'aujourd'hui, pour quels besoins de financement est-ce que les États ont besoin de recourir massivement à la dette publique? Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, au XIXe siècle, la dette publique ne sert pas seulement à financer les guerres, elle va commencer à servir à financer des infrastructures. On est dans la révolution industrielle, elle va financer des canaux, des moyens de transport, des hôpitaux. Voilà. Donc là c'est les dettes, c'est les dépenses d'investissement. Ensuite, au XXe siècle, il y aura quand même deux grandes guerres mondiales qui vont être financées par la dette publique. 60% de dépenses militaires ont été financées par la dette publique. Alors, qu'est-ce qui se passe au XXe siècle de surcroît? C'est le développement de l'État-providence, les dépenses pour le chômage, la retraite, les allocations familiales, et ce, depuis, en fait, ça a commencé à la fin du XIXe siècle, à l'époque bismarckienne en Allemagne, et il s'est peu à peu répandu dans l'ensemble de l'Europe et ensuite aux États-Unis. Donc on a un État qui va intervenir de plus en plus dans l'économie et dans la société. Et du coup, la dette publique va contribuer à financer ces dépenses qui marquent le XXe siècle. Et aujourd'hui, au XXIe, vous diriez que ces emprunts massifs de la part des États serviraient peut-être à financer une guerre économique? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement changé complètement de contexte, mais je dirais que le changement, il date plutôt de la fin du XXe siècle, des années 1980, parce que là, on est rentré dans un monde d'endettement généralisé et irréversible. Après la Première Guerre mondiale, par exemple, on avait un endettement extrêmement important en France, puisqu'on était à 220% de ratio de dette publique sur revenu national. Et on est redescendu à la fin de la décennie, à la fin des années 20, on est redescendu à 100%. Il y avait une réversibilité de la dette publique et de l'endettement. Et ce n'est plus le cas depuis les années 80, et le monde entier est endetté. Le néolibéralisme s'est accompagné d'un endettement généralisé,
des agents privés, mais aussi des États, puisqu'il s'agissait de réduire la fiscalité, et donc du coup, on a augmenté la dette publique. Donc, pour répondre à votre question, on a un endettement massif et généralisé. Après la crise financière de 2008, on a eu à nouveau un endettement extrêmement important. Et là, avec la crise sanitaire, on a encore un saut quantitatif extrêmement important. Donc, on est vraiment dans un système très différent de ce qu'on a pu connaître avant la seconde moitié du XXe siècle. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter du niveau de la dette ou est-ce qu'elle finit toujours par être résorbée ? Alors, quand on regarde dans le rétroviseur, elle finit toujours par être résorbée d'une manière ou d'une autre. Vous avez plusieurs moyens de résorber votre surendettement, parce que la dette publique en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est le surendettement, c'est à un moment l'incapacité d'un État à affronter ses créanciers et donc à rembourser ses dettes. C'est ces crises de surendettement qu'il faut éviter. Donc, il y a différents moyens. Le plus brutal, c'est faire défaut. C'est une sorte de banqueroute. On dit, voilà, je ne peux plus payer. Donc ça, c'est assez grave parce que les marchés financiers, les investisseurs, les épargnants, ils ont la mémoire de cela. Donc l'État, après, quand il voudra réemprunter, ça sera très difficile et il le paiera très cher en termes de taux d'intérêt. L'autre moyen utilisé, c'est évidemment augmenter la fiscalité. Donc ça, c'est un moyen qu'on utilise forcément, qui n'est pas très bien vu des opinions publiques et des peuples, mais malheureusement, il faut quelquefois en passer par là. Beaucoup d'États aussi font de la fuite en avant et réémettent des emprunts. C'est une course à l'emprunt, si vous voulez, avec une charge de la dette de plus en plus importante, par manque de courage politique. On a eu le cas, par exemple, de l'Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale, où on est dans une atmosphère révolutionnaire, et le gouvernement n'a pas osé pratiquer une politique d'austérité, et il a été obligé de laisser filer sa dette et après donc d'avoir une dette en plus monétaire très, très liquide qui s'est transformée en crise monétaire en 1923. Donc tout ça pour dire que ces moyens sont complexes. Un autre moyen qui est extrêmement vertueux, c'est la croissance. Alors la croissance, c'était comme ça que la France a résorbé sa dette publique après la Seconde Guerre mondiale, avec un moment des 30 glorieuses, avec un taux de croissance en moyenne de 5% par an. Mais il ne faut pas se leurrer, ce sont des schémas qu'on va avoir du mal à retrouver. Voilà, donc on a plusieurs possibilités pour résorber la dette publique, mais peut-être le meilleur exemple, c'est celui de l'Angleterre du XVIIIe siècle, qui avait un taux d'endettement de 250% sur son PIB, enfin c'est ce qu'évaluent actuellement les historiens, et qui a réussi à le résorber parce qu'elle avait un système financier qui a été jugé fiable par les investisseurs et par la société. Petit à petit, elle a réussi à surmonter ce surendettement grâce à la confiance que la société avait dans son gouvernement. Et ça, je pense que c'est une leçon aussi qu'il faut tirer. Avoir le courage, la rigueur, mais aussi la confiance des épargnants. Un autre point que je voudrais souligner, c'est aussi que j'ai beaucoup parlé de ratio dette publique sur endettement, qui est un ratio général, mais il faut voir ce qu'on met à l'intérieur. Il y a la qualité de la dette. La dette à court terme, c'est une épée de Damoclès au-dessus des gouvernements, et c'est celle qui provoque des crises financières graves. Mais la dette à long terme, c'est plus facile à rembourser. Mais il faut faire attention aussi parce que là, elle pèse quelquefois sur les générations futures. Là, on est dans des situations actuelles où on est en train d'endetter des gens qui ne sont même pas nés. C'est vraiment des préoccupations. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que les gouvernements qui ont réussi à surmonter l'endettement, c'est ceux qui ont réussi aussi à expliquer, à faire de la pédagogie de la dette publique, à affronter le problème en face et à bien le manager face à leurs opinions publiques. On retrouve évidemment cet élément de confiance dont vous avez parlé tout à l'heure. Laure Canoë-Lecor, merci beaucoup pour votre expertise. Je vous en prie, merci à vous. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.